Alors bonjour et bienvenue à cette quatrième capsule sur le chapitre 6. Donc c'est la dernière capsule pour le chapitre 6. On va terminer en parlant de types de solutions un petit peu particulières. Les solutions qu'on va voir à la fin, ce qu'on appelle les colloïdes. Donc les colloïdes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mélanges qui se trouvent entre une solution, donc un mélange homogène, comme par exemple ici, on vous dit du sel dans l'eau, mais ça fait un mélange homogène. Hein. Tout le sel va disparaître complètement, il va être dissous dans l'eau, donc on ne verra pas la présence du sel, même s'il est là dans l'eau. Donc ça se situe entre ce type de solution-là, complètement homogène, et le cas d'un mélange hétérogène comme une suspension. Donc, par exemple, avoir du sable dans l'eau. Hein. Clairement, si je mélange du sable dans l'eau, qu'est-ce qui arrive? Ben, je vais voir que des grains de sable qui sont là dans l'eau, puis ça va faire en sorte que justement, ça va être moins visible facilement au travers de l'eau. On va avoir une espèce d'opacité, hein. On va avoir des particules qui vont se promener très très grosses, on va voir facilement. Donc, on va voir le sable. Donc, on va voir clairement que deux phases différentes qui se trouvent en présence dans notre échantillon. Donc, les colloïdes se trouvent entre un mélange homogène et un mélange hétérogène. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir une espèce de dispersion de particules très 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 petites. Ça veut dire que à l'œil nu, ça va être difficile de voir qu'il y a quelque chose de particulier. Donc ça prend des conditions spéciales pour pouvoir voir ces particules-là. Donc des particules petites, on veut parler de 1 nanomètre à environ 1000 nanomètres. Donc nanomètre, là, 1 nanomètre, c'est extrêmement petit. Alors, c'est 10 à la moins 9 mètres. Donc c'est vraiment très petit comme taille pour les particules. Donc les particules qu'on appelle colloïdales sont souvent porteuses de charges, donc peuvent être des ions chargés plus, chargés moins à leur surface. Et ce qui peut arriver, c'est que on peut neutraliser ces charges à l'aide de techniques comme la flocculation. Donc ça veut dire qu'on va avoir des flocons qui vont se promener, qui vont se former, ou encore la précipitation. Donc ça, c'est des façons de pouvoir déposer ou de voir facilement les substances, les particules qui sont là dans l'espèce de dispersion très très fine. Okay? Une façon de voir ça, c'est soit chimiquement ou encore à l'aide de la lumière. Donc la façon chimique de voir, par exemple, une formation de flocculation, c'est de prendre un composé, puis ici, vous avez des particules très 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 fines qui colorent la solution, okay? Donc la solution colloïdale. Ici, vous ne voyez pas vraiment qu'il y a des particules très très fines. Okay? C'est comme une solution qui a l'air rougeâtre. Si j'ajoute le composé ici, qui est d'aluminium avec sulfate, donc c'est sulfate d'aluminium, Al2SO4-3. Donc ça, ce sont des ions. Donc qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va faire comme réagir les particules, on va les faire réagir avec des ions qui vont pouvoir faire des composés qui vont se précipiter. Okay? Donc, il va y avoir des flocons qui vont apparaître. Donc, quand on fait l'ajout de ce composé-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, vous voyez clairement qu'il y avait des particules qui commencent à se déposer dans le fond ici de la solution, qui étaient présents ici, mais on ne les voyait pas tellement qu'ils étaient très, très, très dispersés, très, très finement dans toute la solution. Donc ça, c'est une façon de voir ces particules-là apparaître. L'autre façon, c'est l'effet qu'on appelle l'effet Tyndall. C'est peut-être quelque chose que vous avez vu lorsque vous êtes chez vous, ou peu importe, en quelque part, puis là, vous avez un faisceau lumineux qui vient, par exemple, du soleil, par une fenêtre, puis qui tombe avec un bon angle pour pouvoir voir le faisceau lumineux. Puis là, qu'est-ce que vous allez voir, c'est qu'il va y avoir des particules dans l'air, par exemple la poussière. Donc, si vous êtes dans un endroit qui est assez poussiéreux, vous allez voir des petites fines poussières qui se promènent dans l'air. À l'aide de la lumière, on va voir très 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 bien cet effet-là de poussière dans l'air. Même si, normalement, il y a toujours un petit peu de poussière dans l'air, mais vu que c'est très très dispersé, c'est très très fin,
on ne le voit pas. Donc ça, c'est un colloïde. Mais une façon de le voir, c'est justement à l'aide de la lumière. Donc si on envoie un faisceau lumineux au travers d'un colloïde, qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'ici, par exemple, dans la solution jaune, c'est une solution, donc il n'y a rien qui se passe. Le faisceau lumineux passe au travers sans créer quoi que ce soit. Par contre, dans la solution rouge, qui est un colloïde, c'est qu'on va voir que le faisceau lumineux est comme perturbé par les particules très très petites qui bloquent un peu la lumière. Donc c'est pour ça qu'on voit cet effet-là de la lumière qui est comme bloquée. Donc c'est pour ça qu'elle est d'une couleur différente ici dans la solution. Donc les colloïdes, vous, dans les produits alimentaires, où est-ce que vous allez en avoir? Dans plusieurs choses. Je vous donne quelques exemples de ça. Vous avez ici des différentes phases dispersées dans un milieu. Donc ça veut dire que le milieu, c'est souvent votre solvant. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir, par exemple, quelque chose qui est dispersé. Donc les particules sont solides ou liquides ou gazeuses qui sont dispersées dans un milieu, par exemple, liquide ou un milieu gazeux ou un milieu solide. Donc dans votre cas, vous allez travailler souvent avec des particules qui sont mélangées dans des milieux liquides. Ça, c'est généralement ce que vous aurez en chimie alimentaire. Mais il existe aussi dans d'autres milieux possibles. Je vais vous donner quelques exemples de ça. Donc, si on regarde, par exemple, des solides dans des liquides, ben ça se donne ce qu'on appelle des sols. Donc, c'est des solutions, par exemple, des solutions d'amidon, d'argile, tout ce qui est gelé. Donc, les gelés, par exemple, le jello, hein, c'est un solide qui est dispersé dans un liquide. Si on regarde des liquides dans des liquides, ça, c'est ce qu'on appelle des émulsions. C'est un des exemples qu'on va commencer à voir tantôt. On va en parler un petit peu plus en détail. Mais quelques exemples de ça, ben, le lait, la mayonnaise. Donc, c'est généralement des liquides qui contiennent des gras qui sont mélangés avec, par exemple, des liquides qui sont plus aqueux, donc qui contiennent de l'eau. Vous avez des phases dispersées comme des gaz qui sont dispersés dans des liquides. Ça crée des mousses. Donc, par exemple, la crème fouettée, des meringues. Donc, quand on incorpore de l'air à l'intérieur de liquide, ben à ce moment-là, on va parler de mousse. Lorsque vous avez des solides ou des liquides qui sont dispersés dans un gaz, on va parler d'aérosols. Donc, des aérosols, peut-être que ça vous dit quelque chose avec des cannes à aérosols. Oui, ça, c'est des exemples de ça. Mais vous pouvez avoir, par exemple, ce que je parlais tantôt, la poussière très, très fine dans l'air, c'est un solide qui est dispersé dans un gaz. Donc, à l'œil nu, on ne voit pas la poussière, mais si on a une lumière qui passe, un faisceau de lumière très, très distinct, on peut voir ces poussières-là assez facilement. Ou encore, vous pouvez avoir, par exemple, la brume. Donc, des fines particules d'eau qui sont dans l'air, on va la voir à un certain point, là, la brume, mais si elle est assez fine, ça se peut qu'on ne le verra pas très très bien. Oui, c'est présent, mais ça va être plus difficile à voir visuellement. Mais avec la lumière, là, on voit très très bien qu'il y a une brume. Vous avez aussi des exemples de solides, liquides ou gaz qui sont mélangés dans des solides. C'est un petit peu plus rare pour nous, quoique on peut mélanger des liquides dans des solides pour former par exemple du beurre. Donc ça, c'est un exemple de tout ça. Ou encore des gaz dans des solides pour former par exemple de la mousse solide. Donc par exemple, lorsqu'on mélange des savons dans l'eau, ben, le savon va faire de la mousse. Donc ça, c'est un exemple que vous allez rencontrer parce que, évidemment, on va utiliser des savons assez fréquemment pour nettoyer tout ce qui est utilisé en cuisine. On utilise des savons. Puis on va en parler un petit peu tantôt dans la capsule de qu'est-ce que font les savons. On va d'abord voir je vais vous parler un petit peu de la mousse. Hein. Je vais donner des exemples de crème fouettée, meringue. Un autre exemple, ben, c'est vraiment ce que vous appelez, par exemple, la mousse. Par exemple, la mousse au chocolat. Donc, dans une cuisine, une recette, où vous incorporez de l'air à l'intérieur pour essayer de donner comme un petit peu plus de quelque chose qui est plus léger, ok? Donc une texture plus légère, on incorpore de l'air. Donc ces bulles d'air-là sont dispersées dans la crème du chocolat lorsqu'on fouette la crème en question. Puis lorsqu'on
on va voir, on va manger la crème, pas la crème, mais la mousse qu'on a créée, mais on va voir qu'il y a des petites poches d'air qui sont prises à l'intérieur. Donc c'est pour ça que généralement pour la mousse, pour la crème fouettée, on fait attention lorsque l'air est incorporé de ne pas enlever cet air-là, sinon ça va clairement changer la texture, puis ça va rendre généralement le produit va être beaucoup plus épais, plus difficile pour la texture, au niveau de la texture, donc ça ne sera pas comme une mousse. Donc si on recherche vraiment à avoir quelque chose qui est comme une mousse très léger, ben c'est parce qu'on a incorporé des micro-bulles d'air qui se trouvent là, donc on les voit quand même bien ici, là, même juste à regarder comme ça. Mais quand c'est bien incorporé, très très finement, ben ce sont des mousses. Un autre type de colloïde que vous allez rencontrer assez fréquemment, ce sont les émulsions. Donc les émulsions, c'est la dispersion de deux liquides qui sont non miscibles ensemble normalement. Donc, par exemple, lorsqu'on prépare une vinaigrette, on va mélanger de l'huile, donc qui est en majorité une molécule qui est non polaire, avec du vinaigre, qui est une molécule polaire. Donc du vinaigre, ça contient de l'eau et de l'acide acétique, donc des molécules polaires. Normalement, c'est pas miscible. Pourquoi? Parce que l'huile non polaire, vinaigre polaire, se mélangent pas. Hein? Je vous ai parlé au départ, dans les premières capsules, qu'est-ce qu'on peut mélanger ensemble. Généralement, il faut que ça soit les mêmes types de molécules pour faire des interactions intermoléculaires similaires. Dans le cas qui est là, l'huile, vinaigre, ça ne fait pas des mêmes interactions intermoléculaires. Donc, on va vraiment, normalement, observer l'apparition de deux phases. Ça va faire un mélange hétérogène. Hein, si vous laissez votre vinaigrette comme ça, sans y toucher, vous allez voir clairement une phase qui va flotter sur l'autre. Donc, vraiment, deux phases distinctes. Par contre, pour créer ce qu'on appelle les émulsions, c'est qu'on va utiliser soit l'agitation ou en ajoutant un agent émulsifiant, donc des molécules qu'on appelle des tensioactifs. Par exemple, un jaune d'œuf. Donc, un jaune d'œuf, c'est comme un liant. C'est un émulsifiant qui permet de commencer à lier les molécules qui, normalement, ne se ressemblent pas ensemble, mais les mettre justement ensemble. Donc, on peut commencer à faire apparaître de fines gouttelettes dispersées. Donc, soit par juste agitation, en mélangeant, ou en ajoutant un agent émulsifiant, on va comme créer des petites micro-gouttelettes de, par exemple, l'huile dans le vinaigre. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous avez, avant l'émulsion, deux phases. Donc, l'huile qui flotte sur le vinaigre. Puis là, quand je brasse, ou encore j'ajoute un émulsifiant, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça va prendre les deux phases, puis ça va commencer à les mélanger en créant vraiment des micro-gouttelettes. Ça veut dire que la phase 1 va s'insérer dans la phase 2 sans être complètement soluble. Elle va se mettre à l'intérieur, donc va être dispersée tout au travers de la deuxième phase qui va être votre phase dispersante. Donc on va retrouver par exemple ici, si on prend de l'huile puis du vinaigre, on va faire notre vinaigrette en question. Donc c'est pour ça qu'on souvent on va agiter. Ou quand on veut faire une mayonnaise, hein, vous allez utiliser un jaune d'œuf ou un œuf pour pouvoir justement créer cette émulsion-là, parce que c'est un agent émulsifiant qui se trouve dans votre œuf et qui vous permet de faire comme la liaison entre l'huile et l'eau, donc du vinaigre, pour pouvoir créer votre mayonnaise. Donc, vous avez ici un exemple visuel là, d'un bécher où vous avez sans émulsifiant. Qu'est-ce qu'on a? On a vraiment deux phases différentes. Puis, avec émulsifiant, vous avez vraiment une seule phase où il y en a une des deux qui est mélangée en micro-gouttelettes dans l'autre. Donc, vous voyez, des fois, ça va créer comme des bulles. Puis, vous allez peut-être voir un petit peu, là, même peut-être, ça va créer qu'il y a de l'air qui va essayer de s'incorporer aussi. Surtout si on brasse très, 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 très fort. On peut incorporer aussi de l'air, mais généralement, c'est que une des deux phases va s'incorporer dans l'autre. Puis c'est sûr que si vous avez fait ça par le brassage, c'est qu'après un certain temps, ça va commencer à
qu'on appelle décanter. Ça veut dire ça va se séparer. Si vous utilisez un humidifiant, généralement, l'agent humidifiant va rester là, puis va rester pour lier les deux phases ensemble pour créer votre humidification. Donc, si vous voulez mélanger des phases qui ne sont pas mélangeables normalement ensemble, vous pouvez faire cette technique-là pour créer des émulsions. Maintenant, un autre type de colloïde que j'ai parlé, c'est ce qu'on appelle les gels. Donc, je vais vous parler de ce qu'on appelle les sols et les gels. Donc, les sols, c'est une solution qui est une phase unique et homogène qui est utilisée pour justement créer des gels. Donc, le gel, c'est des longues chaînes de polymères qui vont emprisonner du liquide. Donc, pour passer d'un sol, donc une solution, à un gel, il faut nécessairement avoir préalablement solubilisé le polymère en question. Donc, les chaînes de polymères qui forment le gel, il faut d'abord le mettre en solution. Donc, ça, c'est notre agent gélifiant. Donc, si vous voulez faire un gelo par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose pour créer votre gelo, c'est de prendre votre paquet qui contient de la gélatine, puis vous devez le solubiliser dans l'eau. Donc ça, c'est la première chose. Donc souvent, le chauffage va être requis dans cette première étape-là pour pouvoir permettre la solubilisation de votre polymère. Pourquoi? Parce qu'un polymère, c'est un solide. Puis on a vu que si on chauffe, ça aide la solubilité des solides. Donc ici, le chauffage est souvent nécessaire. Donc lorsqu'on commence à refroidir, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les chaînes de polymères vont commencer à se rejoindre ensemble. Puis en se joignant ensemble, elle va créer comme des petites prisons. Ils vont emprisonner dans des petites capsules le liquide qui se trouvait dans les cavités. Donc par exemple l'eau qui va avoir du sucre, puis peut-être aussi une saveur, va être emprisonnée durant le processus. Puis ça se répète à l'infini. C'est pour ça qu'à la fin, vous vous retrouvez avec une espèce de solide, mais que le liquide est encore dedans. Fait que c'est pour ça que ça bouge. OK? Donc le jello ou les oursons en gelée, ils ont une texture qui est entre un solide très très dur, puis un liquide qui est très très... un liquide qui se déplace de façon libre. OK? Donc, il se retrouve entre les deux. Ça veut dire que c'est comme un peu un espèce de solide, mais très, très mou. Hein, un gel. Donc, pour pouvoir faire ça, je vous montre un petit peu en schéma ce que je viens de vous expliquer. C'est que vous allez prendre vos chaînes de polymères, donc par exemple la gélatine, mais on peut utiliser d'autres types de polymères comme le agar-agar, qui sont des molécules qui vont permettre de créer des gels par la suite. Donc, ce sont ces polymères-là qui d'abord sont solubilisés dans le liquide, puis lorsqu'on refroidit, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils commencent à se lier ensemble, puis emprisonnent à l'intérieur. Donc, les polymères, ce sont des longues chaînes de carbone ou peu importe, de plein d'atomes. Donc, très, très longues chaînes. Puis, en se refermant ensemble, en se liant ensemble, ils emprisonnent le liquide à l'intérieur. Puis, ça crée une espèce de forme un petit peu plus solide du liquide en question. Donc, c'est ce qu'on appelle un gel. Ça se retrouve, par exemple, lorsqu'on utilise du savon. Donc, le savon, qu'est-ce qui arrive? Il arrive quelque chose de similaire. Il va avoir une espèce de tête hydrophile, okay? Une tête polaire. Puis, vous allez avoir, par exemple, votre solvant organique à un endroit. Vous allez avoir votre eau à l'intérieur. Puis, vous allez avoir une portion plus hydrophobe de la molécule. Puis ça, c'est des polymères qui vont joindre ensemble pour emprisonner l'eau à l'intérieur. Donc, ça, c'est une chose qui va se passer avec des molécules telles que le savon. Je vais vous expliquer plus en détail dans quelques instants qu'est-ce qui arrive plus précisément avec ça. Alors, quelques exemples de gel que vous pouvez retrouver. Vous avez les oursons en gelée. Peut-être que vous en avez déjà consommé des bonbons de gelée. Je sais que nécessairement, c'est
gelée-là utilise la gélatine. C'est pas tout le monde qui va manger de la gélatine parce que ça provient d'animaux. C'est la gélatine, c'est le collagène de porc hydrolysé, par exemple. Et donc, ça vient des animaux. Donc, ceux qui sont végétariens ou végétaliens, évidemment, c'est quelque chose qui est à éviter. Okay? Par contre, ça peut être fait à partir de la pectine ou de l'amidon pour créer des gels, parce que ce sont d'autres agents gélifiants qui existent. Puis dans ce cas-là, c'est fait à partir de végétaux. Donc ça, c'est des alternatives pour justement avoir des gels pour des gens qui voudraient consommer de façon végétarien ou végétalien des bonbons à la gelée ou autres produits qui ont des similarités à des gels. Donc, dans le cas qui est ici, ce qui est emprisonné, évidemment, c'est un sirop de glucose, donc de l'eau avec du sucre, puis du saveur et un colorant en question. Donc, c'est ça qui constitue le liquide qui est emprisonné parmi l'agent gélifiant qui, eux, viennent créer les prisons dans lesquelles le liquide est pris. Alors, ça, c'était pour les colloïdes. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, quand on veut nettoyer, par exemple, on veut nettoyer un chaudron qui contient de l'huile. L'huile, si je fais juste essayer de nettoyer avec de l'eau du robinet, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un problème. C'est que l'eau et l'huile ne sont pas solubles l'un avec l'autre. Donc, l'eau du robinet ne va pas nettoyer votre chaudron plein d'huile. Il n'y a rien qui va se passer. Parce que l'eau ne solubilise pas l'huile, donc on ne va pas l'apporter avec lui. Donc l'huile va rester dans le chaudron en grande partie et ça ne va pas nettoyer. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer une espèce de colloïde. Donc on peut prendre la portion qui est l'huile, puis essayer de la rendre soluble dans l'eau. Pour faire ça, on a besoin d'un intermédiaire. Donc l'intermédiaire, c'est quoi? C'est le savon. Donc le savon, c'est des molécules qui vont permettre de prendre l'huile et le solubiliser dans l'eau. Pour pouvoir faire du savon, généralement, le savon est préparé à partir d'acides gras. Donc l'acide gras, on va le voir un petit peu plus en détail dans le deuxième cours de chimie alimentaire, donc qui est plus basé sur la biochimie. Donc on va voir plus des molécules qui viennent de la biologie en détail, donc sous la forme de triglycérides. Donc on va voir les triglycérides très très en détail, ou d'ester de triglycérol. Donc on prend les acides gras qui proviennent de ces molécules-là, ou encore qui peuvent provenir d'huile végétale. Donc généralement, les acides gras, ça peut provenir soit des animaux, par des graisses animales, ou d'huile végétale, donc par exemple l'huile de palme, l'huile de noix de coco, ou pour les graisses animales, ça peut être les graisses de bœuf, graisses de mouton, graisses de porc, etc. Donc toutes les graisses peuvent être utilisées. Donc le savon peut être soit végétal ou animal, mais ça prend les acides gras, donc tout le gras qui proviennent soit des végétaux ou des animaux pour pouvoir faire un savon. Donc qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va traiter ce gras-là, on ne va pas le garder comme tel, on le traite à l'aide d'une base forte. Donc la base forte qui peut être utilisée, c'est un hydroxyde. Donc un hydroxyde, c'est un OH. Donc soit un hydroxyde de sodium, donc ça c'est NaOH, hein? Donc Na pour sodium, OH pour hydroxyde, ou encore un hydroxyde de potassium, donc KOH. Donc ça, c'est deux exemples de bases très très fortes qu'on peut utiliser assez facilement pour pouvoir justement faire réagir avec les acides gras. Donc un acide gras assez acide va bien réagir avec une base, donc acide et base. On va parler un petit peu plus des réactions acide-base dans le prochain chapitre, mais le savon, c'est produit à l'aide de ce type de réaction-là. Donc cette réaction-là, pour créer un savon, ça s'appelle la saponification. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on prend un triglycéride. Donc un triglycéride, c'est quoi? C'est des acides gras. Donc les acides gras, là, c'est la portion qui est ici, dans vos molécules. Vous avez cette portion-là, ça c'est un acide gras. Vous en avez un autre ici, en bas, OK? Celui-là. Puis vous en avez un autre ici, comme ça. La portion qui lie les trois acides gras ensemble,
c'est ce qu'on appelle un glycérol. Donc, le glycérol, lui, il lie les trois acides gras ensemble, comme ça ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va détacher le glycérol des trois acides glycériques. Les acides gras, on va les décoller du glycérol. Donc, pour faire ça, on utilise, vu que un triglycéride, c'est 3 acides gras, on va devoir utiliser 3 NaOH. Donc, c'est du 1 pour 3 dans cette réaction-là. Donc, en utilisant 3 NaOH, ça libère 3 molécules de acide gras, mais avec un Na+, donc c'est Na+O- ici, OK? Donc, il y a comme des ions, une portion très d'ions, tandis que le R, c'est des chaînes de carbone. Donc ici, ce sont des chaînes. J'essaie d'écrire du mieux que je peux. Donc une chaîne de carbone. Donc des chaînes de carbone avec des hydrogènes dessus. Donc des très longues chaînes. Donc une longue chaîne de carbone va se retrouver ici. OK? Donc ça, c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est notre savon. Il y a une partie très polaire. La partie qui a un Na+O-. Donc ça, c'est la partie super polaire de la molécule. Tandis que la longue chaîne de carbone, c'est une partie qui est non polaire. Donc le R, c'est écrit ici en dessous. Donc, je l'ai écrit là, mais le R, c'est des longues chaînes hydrophobes. Hydrophobes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont peur de l'eau. Pourquoi ils ont peur de l'eau? C'est parce qu'ils sont non polaires, ces longues chaînes-là. Donc des longues chaînes. Puis là, vous pouvez vous noter, longue chaîne non polaire. Donc, c'est pourquoi c'est hydrophobe. Donc, hydrophobe, vous pouvez vous le noter comme quoi ça veut dire qu'il a peur de l'eau. Des longues chaînes qui ont peur de l'eau parce que ce sont des molécules, des portions de molécules non polaires. Hein, parce qu'ils ont juste des carbones puis des hydrogènes. Il n'y a pas de lien polaire là-dedans. Donc, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelque chose, par exemple, ici. Donc ça, c'est un type d'acide gras qu'on pourrait avoir. Donc c'est un exemple de savon. Nous, on ne fera pas ce laboratoire-là, malheureusement, cette année, parce qu'on manque de semaines pour faire des laboratoires, étant donné qu'on doit utiliser certaines semaines pour faire des examens. Donc, il n'y aura pas ce laboratoire-là cette session-ci, malheureusement. Mais juste vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, vous avez des acides gras qui sont liés ensemble par un triglycérol. Donc, on les détache à l'aide du NaOH. Donc, ça nous donne cette molécule-là 3 fois. OK? Parce qu'on l'a 1, 2 et 3. Puis, on va avoir un glycérol, mais ça, c'est un composé qu'on n'a pas besoin par la suite. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette molécule-là. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est qu'on a une portion qui vient de cette molécule ici. Donc, le OO, qui va maintenant être WO- avec le Na+. Puis on a la longue chaîne de carbone. Donc la longue chaîne de carbone, c'est non polaire, tandis que le WO-, ça c'est une portion très polaire. Donc vous avez ce qu'on appelle une queue hydrophobe, okay? Parce que la molécule a l'air d'être comme une portion avec une tête puis une longue queue. Donc une queue hydrophobe puis une tête hydrophile. Hydrophile veut dire qu'il aime l'eau. Donc cette portion-là veut être en contact avec l'eau, tandis que cette portion-là ne veut pas être en contact avec l'eau, donc va être en contact avec l'huile, par exemple. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que si on les met dans l'eau, ils vont former une espèce de cercle. Okay? Donc le savon va s'aligner pour que les têtes hydrophiles des savons voient l'eau. Donc tout ce qui est la solution d'eau va être à l'extérieur, puis toutes les queues hydrophobes vont être à l'intérieur. Maintenant, si vous avez une saleté qui est une huile, elle va être introduite à l'intérieur de ce qu'on appelle la micelle. Donc, les micelles sphériques, c'est des sphères qui sont formées à partir du savon qui vont entourer une molécule qui est non polaire. Donc, par exemple, tout ce qui est les saletés, donc les saletés huileuses qui sont non polaires, vont se retrouver à l'intérieur avec les queues hydrophobes. Parce que les queues hydrophobes sont aussi non polaires. Donc non polaire avec non polaire, ça va bien. Tandis que les têtes hydrophiles, qui sont très polaires, eux, vont être
très très en contact avec l'eau parce qu'ils aiment l'eau. Donc ils sont hydrophiles, ils aiment l'eau. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver une espèce de couche qui va être vos têtes hydrophiles qui va bloquer l'eau pour ne pas rentrer à l'intérieur. Tandis que les hydrophobes, eux, ils essayent d'éviter tout contact avec l'eau. Donc c'est pour ça qu'ils vont se mettre en lien avec les saletés. Donc qu'est-ce qui va arriver? C'est que votre micelle qui transporte votre saleté à l'intérieur, ben, vu qu'elle est dans l'eau, elle va être transportée par l'eau. Donc à cause des têtes hydrophiles, tout ça va être transporté. Donc vous allez pouvoir l'enlever, le mettre dans le lavabo, puis l'envoyer dans le conduit avec les molécules de savon qui transportent l'huile, la saleté huileuse. Donc ça fait en sorte qu'on peut enlever la saleté huileuse de notre mélange, de notre chaudron, puis ça c'est grâce au savon. Donc quelques avantages du savon. Donc le savon tel que je l'ai présenté, c'est un nettoyant qui est quand même universel. Donc c'est facile à produire, ça fonctionne assez bien. Donc, ça enlève assez bien la saleté. À l'aide de la tête hydrophile, ça solubilise bien dans l'eau. Donc, au rinçage, ça entraîne la saleté assez efficacement. Un autre avantage, c'est que ça n'a pas de toxicité. Parce qu'à l'état pur, le savon, c'est pas toxique. Ça cause pas de réaction allergique. Pourquoi? Parce que ça vient de gras, soit végétal ou animal. Donc, c'est normal d'avoir ça dans la vie de tous les jours. Il y a du gras, on a notre propre gras. Donc, les acides gras, c'est normal de les avoir. Okay? C'est produit dans la nature de façon normale. Donc, on n'est pas allergique à ça parce qu'on en a dans notre corps nous-mêmes. L'inconvénient, c'est que les savons vont se lier souvent avec les ions calcium ou magnésium. Le problème, c'est que dans l'eau de la ville, il y a souvent ces types d'ions-là, puis ils vont former des sels insolubles qui se déposent dans les parois, soit de la douche, du lavabo, du bain, dans les tissus. Donc, ça crée un peu de calcaire. Okay? Donc, on va avoir ça. C'est pour ça que, pour nettoyer, par exemple, les tissus, vous allez souvent utiliser des détergents synthétiques. Donc, les détergents synthétiques, eux, à la place, vont remplacer la tête hydrophile, qui est un carboxylate, donc un COO-. Là, il manque le moins ici. Là. En fait, vous le voyez, là, moi je ne vois pas bien, mais il y a un moins. Donc, ça remplace cette tête-là par un autre groupement chimiquement différent. Donc, par exemple, des groupements sulfate, SO4-, ou phosphate, PO4-, ou ammonium, NR4, donc peu importe c'est quoi la chaîne ici, plus. Donc ça, des fois, ça fonctionne très très bien pour les liquides à vaisselle, les shampoings, la lessive, préparation de savon pour le corps. Mais ça, c'est des molécules qui sont faites de façon synthétique. Donc, il faut faire attention à ce type de détergents-là parce qu'ils peuvent être dangereux pour l'environnement, puis favoriser, par exemple, la prolifération d'algues parce que ça vient changer l'écosystème. Hein. C'est des molécules qui ne sont pas normalement retrouvées dans l'eau. Donc, on les a créées, puis on les envoie dans l'eau. Tandis que ceux qu'on a, comme le savon normal, qui est fait à partir de graisse, ben ça, même si on l'envoie dans l'eau, c'est pas grave. C'est pas toxique. Donc, il faut faire attention à notre usage des savons qui sont des détergents synthétiques. Donc, vous avez quelques exemples de détergents synthétiques qui, malheureusement, on doit utiliser de temps en temps parce qu'on veut éviter l'accumulation ou on va enlever carrément le calcaire. Donc, vous avez ici quelques exemples. Donc, des détergents qu'on appelle anioniques de type sulfate. Vous avez un détergent cationique. Donc, anionique, je vous rappelle, chargé négativement. Cationique, je vous rappelle, chargé positivement. Il y a un N+. Vous avez des détergents qui peuvent être neutres. Donc ça, c'est un exemple ici. Il n'y a pas de charge. Ou vous avez des détergents qui peuvent être ce qu'on appelle amphotériques. Donc ça veut dire qu'ils sont bipolaires. Donc ils ont les deux polarités. Ça veut dire plus et moins dans le même détergent. Donc c'est quelques exemples ici, juste pour vous donner une idée. Donc ça fait vraiment le tour sur les colloïdes, excusez-moi, et les savons, comment ça fonctionne. Donc, dans la prochaine capsule, ça va être sur le chapitre 7,
Donc le chapitre 7 va porter beaucoup plus sur les acides, les bases, ainsi que des réactions qu'on appelle oxydobasiques vers la fin du chapitre. Donc ça va être quand même un chapitre qui va être intéressant, surtout que vous allez commencer à faire des premières expériences sur les acides et les bases. Donc ça va être quand même un chapitre très important pour vous afin de bien comprendre les prochaines expériences qu'on va faire en laboratoire. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine!